Aujourd'hui, on regarde, par rapport au 10e objectif spécifique qui consiste, là, dans le fond, à développer son esprit critique par rapport à différents modèles d'intervention axés en principe sur le rétablissement. Et pour ça, on va regarder ensemble un article, justement, qui porte presque exactement ce titre-là, hein, Pratique orientée vers le rétablissement. Vous l'avez sur Studium. Et on va maintenant le parcourir ensemble. Le concept de recovery est apparu au milieu du 19e siècle aux États-Unis dans le cadre de petits groupes d'anciens buveurs qui se réunissaient pour se soutenir dans leur démarche d'abstinence. Ces groupes d'origine protestante sont appelés les Recovery Circles, de Fraternal Temperance Societies ou de Ribbon Reform Club. Les participants à ces groupes se considéraient en effet en rétablissement aussi longtemps qu'ils faisaient des efforts pour maintenir leur abstinence et retrouver un sens positif à leur vie. Ce rétablissement représente une réalité personnelle qui déborde largement le seul domaine de la pathologie médicale. C'est à cette époque également que les premiers anciens usagers sont embauchés en tant qu'intervenants dans les services d'addictologie. Ils sont appelés Temperance Missionaries, Friendly Visitors ou encore plus tard, les Recovery Mentors, hein, mentors de rétablissement, ou Recovery Support Specialists. C'est ce qu'on entend souvent en anglais, l'expression Recovery Support Worker ou Specialist. Les groupes de parole d'anciens buveurs sont tous apolitiques. Certains mouvements ont des fondements spirituels, d'autres sont laïques, comme The Secular Organization for Sobriety ou The Life Wing Secular Recovery. Certains s'adressent uniquement à des femmes, comme l'association Women for Sobriety. D'autres regroupent des minorités ethniques comme The Wheelbriety Movement pour les Autochtones amérindiens. En Europe, le premier groupe de soutien par les pairs recensé en santé mentale est la Lunatic Friends Society créée en Angleterre en 1845. Les groupes de protestation ayant pour but de lutter contre les lois sur l'internement non volontaire sont retrouvés en Allemagne à la fin du 19e siècle. Différentes associations d'anciens buveurs voient également le jour à cette époque, comme l'association La Croix-Bleue en Suisse et de Kreuzbund en Allemagne ou la Croix d'Or en France. En 1935, la création des alcooliques anonymes, hein, qu'on connaît bien, des AA à Akron dans l'Ohio, donne à ce mouvement un aspect plus formalisé qui lui permettra de se développer rapidement. 6 ans après sa création, le mouvement devenu rapidement international recensait 6 000 membres. Les AA regroupent aujourd'hui plus de 100 000 groupes dans 150 pays et comptent 2,2 millions d'adhérents, ce qui en fait une des plus grosses associations au monde. En 1937, Abraham Lowe, psychiatre américain, créa le Recovery Inc., maintenant appelé Recovery International, ça existe encore. Un mouvement qui utilise la thérapie cognitivo-comportementale, hein, la TCC, dans les groupes de pairs en reprenant des éléments de la Recovery Approach. Ce mouvement compte actuellement 600 groupes en Amérique du Nord. On va faire un petit saut dans le temps. Maintenant, dans les années 80, l'empowerment aux États-Unis. À la fin des années 80, Judy Chamberlain, qui se définit comme une usagère survivante de la psychiatrie, lance un appel à ses pairs pour qu'ils se rassemblent et parlent d'une seule voix. Elle revendique également des systèmes d'accompagnement plus proches des besoins des usagers et la reconnaissance de l'apport de l'entraide mutuelle. Derrière l'idée d'empowerment, c'est un combat politique qui est alors mené pour la réappropriation du pouvoir par et pour les usagers. Il s'agit également de mettre à bas les vieux clichés dans lesquels ils se sentent enfermés dans une logique de dépendance, d'invalidité ou de chronicité. L'espoir, hein, est au centre de cette dynamique qui ne met volontairement pas l'accent sur les symptômes, mais sur la possibilité de retrouver un sens à sa vie malgré la maladie. Les usagers ne veulent plus que l'on parle à leur place et ils le font savoir. Un important réseau de santé communautaire géré par les usagers eux-mêmes s'organise alors dans la région de Boston en marge des systèmes de soins. Et chez nous, au Québec, on a l'association l'AMPAC, hein, l'Association des mentors pères aidants du Québec, qui
qui correspond un peu à ça, là, un organisme par épaule. OK. Les principes de base de la Recovery Approach seront repris dans les mouvements de défense des droits des usagers. Par exemple, aux États-Unis, où écrit le mouvement Psychiatric Survivors, dont le point commun était d'avoir vécu des expériences négatives dans le système de soins traditionnel. Dans les années 90, un important réseau d'entraide mutuelle s'organise dans de nombreux États américains. Une mise en place de systèmes plus proches des besoins des usagers et la reconnaissance de l'apport de l'entraide mutuelle sont revendiqués. Le concept de recovery en psychiatrie. Dans les années 90, Patricia Degun, une militante des mouvements d'anciens usagers de la psychiatrie, reprend le concept de recovery qu'elle définit comme un processus dont le but n'est pas de devenir normal. Le rétablissement est, selon elle, une façon de vivre, une attitude, une façon de relever les défis de la vie de tous les jours. C'est l'aspiration à vivre, à travailler, à aimer, et ce, dans une communauté à laquelle il est possible de prendre sa place pleine et entière. Le mouvement s'approprie alors ce concept et les usagers réclament de pouvoir prendre des responsabilités et de faire leurs propres choix de vie sans attendre d'être considérés comme guéris. Larry Davidson, psychologue et chercheur à l'Université de Yale, met en exergue la différence de cette conception avec la notion de recovery de celle habituellement connue en psychiatrie, qu'il nomme recovery from serious mental illness, le rétablissement d'une maladie mentale sévère. Celle-ci, cette conception se réfère à l'absence de symptômes, signes ou dysfonctionnements. Les personnes sont alors globalement considérées comme guéries en référence à des échelles biomédicales. Larry Davidson nomme le concept de recovery issu du mouvement des usagers, cette fois-ci being in recovery, tantôt c'était in recovery from, là c'est being in recovery, soit être en rétablissement. Cette dernière est basée sur un savoir expérientiel qui considère la maladie comme une condition de vie à long terme de laquelle il est possible de se rétablir. Dans cette conception, la personne est amenée à se fixer elle-même ses propres objectifs en fonction de ses priorités avec l'aide de personnes de confiance ou d'outils spécifiques. Si certains collègues étrangers, dont les Italiens, ont choisi de ne pas traduire le terme, faute de traduction satisfaisante, les collègues francophones suisses et belges et français ont pour leur part adopté le terme « rétablissement » proposé par les Canadiens, semble-t-il. Pour autant, le concept ne traduit pas, comme la sémantique du mot « rétablissement » pourrait le laisser penser, le retour à un état antérieur, mais plutôt un processus qui amène l'établissement d'un nouvel état d'équilibre. Pour Bernard Pachoud, si la notion de rétablissement caractérise le devenir de la personne, elle offre surtout la possibilité de se dégager d'une identité de malade. Il faudrait donc tenir compte d'une nouvelle signification sémantique du mot rétablissement qui diffère de son sens premier lorsqu'il est utilisé dans le sens de recovery. Et c'est la même chose avec nos collègues au Brésil ou en Espagne. Là, des fois, ils vont simplement dire, ils vont parler du recovery, puis même en français, on aurait pu inventer ce mot-là, recovery, avec, en se terminant par un I et un E. Là. Fermez vos micros, s'il vous plaît, pendant que je fais la lecture. Dans un rapport publié en décembre 2010, un collège représentatif de psychiatres et de trusts de santé mentale de Londres atteste que les recherches récentes concordent à indiquer que les pratiques orientées vers le rétablissement sont un modèle de changement pertinent pour les années à venir. Nos traitements ne sont pas aussi efficaces qu'on a tendance à le penser. Les limites de l'approche standard en psychiatrie peuvent être enrichies par des pratiques orientées vers le rétablissement. Le challenge pour nous est de regarder au-delà du rétablissement clinique et de continuellement nous demander si nous aidons ou non, ou si nous freinons les personnes que nous suivons dans leur processus de rétablissement. Nous avons passé les 60 dernières années en Angleterre à passer d'un modèle asilaire à un système de services communautaires. Le Plan national pour la santé mentale des adultes s'est terminé en 2009. Cela signifie qu'il y a maintenant une opportunité de développer des services et des pratiques orientées vers le rétablissement. Pour ce collège de psychiatres, le rôle des professionnels n'est pas de faire le rétablissement, mais de
faciliter ce processus par leur posture et leur croyance dans les capacités des personnes à se rétablir. Ces psychiatres définissent le rétablissement à partir de 3 composantes clés. L'espoir, hein, qui est au cœur du concept de rétablissement, on le dit souvent. Le pouvoir, ou agency, qui comprend l'autodétermination, le choix et la responsabilité. Ensuite, l'inclusion sociale, qui concerne l'accès équitable et la participation active au service de la cité. L'intérêt de telles pratiques est, selon eux, double. Celui pour les usagers d'avoir plus de choix et de contrôle sur leur vie, mais aussi pour les professionnels de trouver plus de satisfaction dans leur travail. Si les 2 premiers items sont plus spécifiques à l'approche en question, l'item opportunité ou inclusion relevé par ce rapport met en évidence l'intrication évidente entre l'approche de la réhabilitation psychosociale et celle du rétablissement. Le rapport suscité souligne en effet la congruence des 2 approches par le fait qu'elles s'appuient sur les ressources internes et externes de la personne. Il sera donc plus facile pour des services qui ont déjà développé une pratique de réhabilitation psychosociale d'intégrer les valeurs des pratiques orientées vers le rétablissement. Par ailleurs, même si la structure de la psychiatrie présente parfois quelques raideurs, cette mutation est déjà en cours dans beaucoup de régions en France avec l'implication grandissante des associations ou représentants des usagers. On ne peut pas non plus ne pas citer également la réussite des groupes d'entraide mutuelle, les GEM, hein, groupes d'entraide mutuelle, poussés conjointement par des fédérations nationales d'usagers, des soignants et des familles. Cette démarche a été soulignée comme unique en Europe par la Commission européenne chargée de promouvoir l'empowerment des usagers en Europe en 2011. Maintenant, la pratique de la paire-aidance, hein, ou le mentorat des pairs aidants, ces pratiques-là s'inscrivent dans différents pays du monde dans la suite logique de cette mutation d'un système qui est maintenant axé sur le rétablissement. On va regarder quelques-unes de ces pratiques de paire-aidance. Parallèlement au développement du mouvement basé sur le concept de rétablissement, plusieurs équipes de psychiatrie ont mis en place des études qui permettent d'avoir une idée de l'intérêt et des limites de l'intégration dans les équipes soignantes de professionnels ayant une expérience personnelle de rétablissement. Ils sont appelés Peer Support Workers aux États-Unis, pairs aidants au Québec et médiateurs de santé pairs en France. Et en Suisse, on parle aussi de pairs praticiens en santé mentale. Voyons le programme Denver au Colorado. Une première expérience pilote d'embauche de pairs aidants a vu le jour en 86 et 88 dans le cadre du programme Denver. Une équipe assurant le suivi en extra-hospitalier a intégré 15 usagers comme intervenants en tant qu'auxiliaires. Beaucoup d'énergie a été concentrée sur leur formation et leur intégration a été mal préparée au niveau des équipes. Cette première expérience a donc mis en évidence la nécessité de former les équipes préalablement à ce type de pratique. L'intérêt de cette approche est nettement mis en évidence par les usagers ayant pu en bénéficier. À partir de ce constat, l'Association nationale des directeurs de programmes d'État pour la santé mentale, hein, la National Association for State Mental Health Program Director, reconnaît officiellement, en 89, la contribution unique des usagers pour l'amélioration des services et accepte pour la première fois de financer des programmes d'embauche d'usagers en tant que travailleurs pairs aidants. Le programme WINS, au Michigan, cette fois-ci, en 91, une équipe forme et embauche une vingtaine d'usagers, notamment pour l'accompagnement vers l'emploi. Ils ont pour mission de faire le lien entre les différents organismes. Ils se situent comme des amis conseillers ou counselor friends. Ils accompagnent les usagers dans différentes démarches. Les entrevues de ces pairs aidants soulignent une nette amélioration de l'estime d'eux-mêmes et une grande satisfaction d'avoir pu faire fructifier leur expérience d'usager. Cependant, les critiques principales émanent du fait que ne bénéficiant que d'un statut et d'un salaire inférieur aux autres professionnels, les pairs aidants se sentent rabaissés et parfois dénigrés par les professionnels, surtout les plus anciens. Ce projet permet de mettre en évidence la nécessité de proposer aux pairs aidants un statut et un salaire correspondant à leur niveau réel de compétence. Maintenant, le programme SHARE en Pennsylvanie. Cette étude expérimentale rigoureuse a été conduite par les docteurs Solomon et Drain,
qui ont comparé le suivi de patients réalisé par 2 équipes de 4 personnes, l'une composée exclusivement d'usagers et l'autre de professionnels sur une durée de 2 ans. Les usagers embauchés devaient répondre à 3 critères. Premièrement, avoir reçu un diagnostic défini dans le DSM-3. Chez nous, on utiliserait la classification internationale des maladies, le chapitre 5. Deuxièmement, avoir été hospitalisé au moins 14 jours ou être passé par les urgences psychiatriques au moins 5 fois sur une période d'1 an. Et troisièmement, bénéficier d'un suivi par une équipe de santé mentale différente de celle où il travaille. Au bout de 2 ans, l'étude révèle qu'il n'y a pas de différence significative entre l'évolution des personnes suivies par les 2 équipes. Il n'a pas été retrouvé notamment plus de signes de stress ou de détresse psychologique chez les pères aidants. Cependant, les auteurs constatent chez eux, donc chez les pères aidants, une habilité remarquable pour aider les personnes à adhérer à leur traitement. Plus de contact direct avec les usagers, notamment à domicile. Une aide conséquente dans la restauration d'une estime de soi. Une diminution de la stigmatisation au sein des équipes. Je pense que ces 4 éléments-là, il faudrait pratiquement que vous les sachiez par cœur. Je les répète. Donc, chez les pères aidants dans cette équipe en Pennsylvanie, une habileté remarquable pour aider les personnes à adhérer au traitement, favorise l'engagement. Plus de contact direct avec les usagers, notamment à domicile. Donc, ce n'est pas à l'hôpital que ça se passe. Une aide conséquente dans la restauration d'une estime de soi. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que la personne puisse se mobiliser elle-même. Et puis, une diminution de la stigmatisation au sein des équipes. Et évidemment, vous voyez, c'était un projet qui a duré 2 ans. Mm-hmm. Vous, dans vos stages, là, vous ne pourrez pas constater ça là, en 3 jours ou même en 2 semaines, une diminution de la stigmatisation. Il faut être patient, d'accord? Salomon et Drain concluent que ces travailleurs pairs peuvent être considérés comme des partenaires égaux et être embauchés en tant qu'intervenants avec une compétence spécifique complémentaire de celle des soignants. L'étude suggère également de mener des études du même type plus tôt dans le temps. Ensuite, le programme de Yale, qu'on connaît bien parce que ce sont officiellement, là, on a une entente de partenariat avec le groupe de Larry Davidson, qui a comparé à 6 et à 12 mois les résultats de 2 équipes. L'une, classique, et l'autre, basée sur l'intervention par les pairs, ou Peer-Based Case Management. L'échantillon de patients était représenté par 137 personnes souffrant de maladies mentales sévères, la schizophrénie par exemple, et le Barrett-Leonard Relationship Inventory, BLRI, une échelle de 64 items, a été utilisée et comparée en double insu dans les 2 groupes. Les résultats montrent une différence significative au bout de 6 mois pour l'équipe peer-based dans 3 domaines: regard positif, empathie et acceptation inconditionnelle. Le 3e. En revanche, la différence n'est plus significative lors du passage de l'échelle à 1 an. Par ailleurs, concernant un sous-groupe de personnes considérées comme ayant une mauvaise alliance thérapeutique, l'étude retrouve 2 fois plus de contacts avec l'équipe intégrant des pères aidants dans les 6 premiers mois. Cette étude montre donc que les travailleurs pères aidants ont une intervention significativement pertinente dans le traitement précoce, early treatment, de la maladie psychique, et en particulier chez les personnes repérées comme ayant au départ une mauvaise alliance thérapeutique. Donc, ici, le modèle se raffine. Mm-hmm. On étudie l'effet des pères aidants chez eux-mêmes, dans les équipes, auprès des pères aidés. Puis on voit que cet effet-là, ça peut se répartir différemment dans le temps. On constate que l'effet est particulièrement remarquable au début, lorsque la personne là, commence à être en traitement. Puis une variable intermédiaire, ben, c'est l'alliance thérapeutique. On peut penser qu'en contribuant à une meilleure alliance thérapeutique, parce que le père aidant inspire confiance, dans le fond, chez le père aidé dans l'organisation des soins, bien, en améliorant l'alliance thérapeutique, on va faire en sorte que le côté bénéfique du traitement puisse justement mieux s'exprimer.
Maintenant, l'étude Friend Connection Program, toujours en Pennsylvanie, en 2007. Min et Salzer publient une étude rétrospective longitudinale menée à Philadelphie qui compare le taux de réhospitalisation entre deux groupes d'usagers à haut risque de réhospitalisation. L'un, un premier groupe, a bénéficié d'un programme de suivi par des travailleurs pairs aidants, Peer Support Program, de la Friend Connection, un organisme communautaire autogéré par des pairs. Et l'autre groupe n'était pas suivi par une organisation comme celle-là. L'échantillon est constitué par des patients ayant été tous hospitalisés dans les 2 années précédant l'étude et ayant un double diagnostic, soit un trouble grave de santé mentale, bon, il y avait dans ce cas-ci 65% avec la schizophrénie, 20% avec le trouble bipolaire et 15% mixte, et un trouble addictif, drogue ou alcool. L'ensemble du groupe étudié bénéficie d'un suivi intensif dans la communauté, hein, le CIM, Intensive Case Management. Le service proposé par la Friend Connection consiste en un entretien par semaine avec un travailleur pair aidant et la participation à des groupes de parole. Puis nous, c'est ce modèle-là qu'on est en train de mettre en place. Un entretien par semaine, soutien individuel, mais aussi le pair aidant, et ça pourrait vous être éventuellement demandé, va animer des groupes de parole. L'étude retrouve sur une période de 3 ans un taux de réhospitalisation 15% inférieur dans le groupe bénéficiant du programme pair aidant de la Friend Connection par rapport au groupe n'en bénéficiant pas. Les auteurs notent cependant que l'existence de perdus de vue pouvant avoir été hospitalisés dans le secteur privé ou dans d'autres États constitue une limite de l'étude. Des gens qui n'ont pas persévéré jusqu'à la fin de l'étude. Une autre étude, Mental Health Peer Supported Hospital to Home Project en Australie. Il s'agit d'une étude qui a été menée entre juin et août 2006 sur un territoire de 365 000 habitants au sud de la ville d'Adélaïde. L'objectif principal a été de mesurer l'efficacité de l'introduction d'une équipe de 8 Peer Support Workers sur le nombre de jours d'hospitalisation et le taux de réadmission. 8 Peer Support Workers ainsi qu'une coordonnatrice pair du programme ont été mis à la disposition des centres de crise et des hôpitaux psychiatriques de la région à partir d'une centrale téléphonique. Leur mission était d'intervenir dans les 1 à 2 semaines suivant l'hospitalisation ou dans le service de crise. Au total, 310 heures de soutien ont été apportées sur la période. 83% des personnes n'ont pas nécessité une intervention de plus de 8 jours. L'intervention était plus longue dans le cas des premiers épisodes psychotiques. Après 3 mois, 300 jours d'hospitalisation ont été évités et le taux de réhospitalisation a été réduit de 12,3 %. C'est énorme. Mm-hmm. Maintenant, une évaluation qualitative du programme national écossais. Il s'agit d'une évaluation exploratoire et qualitative nationale et qui a été menée sur 6 sites pilotes qui avaient embauché en tout 15 pairs aidants. L'objectif principal de l'étude était de mesurer l'impact d'un tel programme au niveau des usagers, des équipes et des pairs aidants eux-mêmes. Globalement, les pairs aidants ont été bien reçus dans les services par les usagers qui se montrent très satisfaits de leurs interventions. Ils ont été capables de donner de l'espoir, de réduire le sentiment de peur et d'autostigmatisation. Ils ont permis aux usagers de mettre en place de nouvelles stratégies de rétablissement et de retrouver plus de contrôle sur leur bien-être. L'évaluation retrouve des pairs aidants. L'évaluation retrouve que les pairs aidants ont été capables, premièrement, de transmettre l'espoir, encore une fois, du rétablissement à tous les stades de la maladie et du rétablissement. Deuxièmement, de faire le lien avec les équipes soignantes en les amenant à mieux comprendre les perspectives des usagers et inversement, en proposant de nouvelles stratégies d'intervention. Troisièmement, d'aider les usagers à retrouver plus de contrôle sur leur rétablissement par des activités utiles. Dans quelques cas, les usagers n'ont pas compris ou ont refusé l'aide proposée par les pairs aidants.
Vous voyez, d'une étude à l'autre, des choses qui se confirment là. Transmettre l'espoir. Aussi, faire le lien avec les équipes soignantes. Et puis, des activités utiles dans la communauté, encore une fois, en dehors de l'hôpital. Oui. Il faut faire face à la musique. Là, le travail des pères aidants, ça se fait en équipe. Parce que c'est en ayant aussi une influence sur l'équipe que, dans le fond, qu'on va maximiser les retombées potentielles d'une approche axée sur le rétablissement pour les usagers. Justement, parlons des équipes. Cette même étude retrouve que les pères aidants ont pu être intégrés dans tous les types de services, y compris les services aigus. Mais là où ils travaillent le mieux sont là où les pratiques sont orientées vers le rétablissement. C'est pas une surprise. Mais non. Malgré certaines difficultés concernant la confidentialité et le transfert d'informations et l'impact des relations entre pairs, les pères aidants ont été capables d'intégrer de façon satisfaisante les équipes et ont gagné le respect de leurs collègues. Bien que certains professionnels dans les équipes soient restés opposés à leur intégration, ces derniers ont su démontrer qu'ils étaient en mesure d'offrir une approche complémentaire aux équipes de santé mentale. Par ailleurs, les pères aidants demandent une meilleure formation sur la gestion de l'agressivité, l'évaluation des risques et l'influence du changement. Regardons l'impact, cette fois-ci, sur les pères aidants eux-mêmes. Les pères aidants ont dû faire face à de nombreux challenges pour reprendre le travail parfois après plusieurs années inactives. Ils ont dû développer leur rôle à partir de rien, apprendre de leur nouvel environnement de travail, intégrer des équipes qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec des pères aidants, affronter des personnes avec des problèmes qui leur rappellent leurs propres difficultés. Cela dit, les résultats montrent que le fait de réussir à faire face à ces challenges leur ont permis de gagner en confiance en eux et d'augmenter leur estime d'eux-mêmes. Le fossé avec les professionnels a pu être comblé et les médiateurs ont donné aux professionnels des informations pertinentes sur le ressenti des usagers, hein, le lien d'empathie qu'on a exploré quand même assez en détail. Les pères aidants ont remonté qu'une des choses importantes qu'ils avaient dû apprendre est l'art d'influencer le changement sans imposer leur vision des choses. On parlait d'agir avec tact, même si on voit des situations qui peuvent nous choquer, là. On évite de faire la morale ou on y va tout en douceur, puis on reste bien patient. Ça va finir par porter fruit. La spécificité propre du rôle des pères aidants, hein? Plusieurs facteurs ont été relevés pour distinguer l'approche des pères aidants. La principale est la façon dont ils peuvent utiliser une forme de savoir expérientiel comme une force aussi bien avec les usagers suivis qu'avec les équipes. Cela dit, ce savoir doit faire l'objet d'une formation et d'une supervision. Nous, on fait surtout de l'intervision entre nous, entre vous, afin d'être manié avec prudence et discernement, ce savoir expérientiel. Une autre clé a été la faculté d'utiliser leur qualité d'empathie et leur engagement dans la relation avec les usagers, tout en restant alliés des équipes soignantes. Finalement, après une période d'adaptation plus ou moins longue selon les services, les pères aidants ont été identifiés par leurs collègues d'équipe comme membres à part entière de l'équipe pluridisciplinaire. Cela dit, le faible échantillon testé est une des limites de cette étude, ainsi que le fait que les usagers interrogés aient été désignés par les pères aidants. Que peut-on conclure de tout ceci? L'approche orientée vers le rétablissement amène à prendre en compte un nouveau type de savoir qui n'est pas théorique, mais expérientiel. La connaissance issue d'un vécu à travers la maladie nécessite, pour pouvoir être utilisée, une prise de distance suffisante ainsi qu'une formation adaptée. À la différence du courant antipsychiatrique, cette approche se propose de travailler sur une complémentarité des différents savoirs à l'intérieur même des services, par exemple par l'intégration de pères aidants. Il ne s'agit donc en aucun cas de remplacer le rôle primordial des infirmiers ou des psychologues dans les équipes de psychiatrie. Cela dit, les études relatent que ce type de pratique fait bouger les lignes dans les équipes, obligeant à regarder les usagers, mais aussi les professionnels d'une autre façon. Pour autant, les études dans ce domaine sont toutes très récentes et un recul plus important serait nécessaire pour avoir une idée de l'évolution de ce type de programme dans le long terme.
Par ailleurs, la culture du soin en France s'est construite de façon spécifique avec un fonctionnement propre et des outils médico-sociaux ou institutionnels qui ne sont pas comparables au système anglo-saxon. Et nous, chez nous, au Québec, on vit un petit peu les deux. Hein? Mm-hmm. Pourtant, la revue de bibliographie retrouve une convergence entre les premières recherches menées au niveau international qui laissent à penser que l'intégration de pères aidants dans les équipes de psychiatrie est une pratique possible, qui peut même amener une plus-value à l'offre de soins, sous réserve qu'elle soit précisément balisée. Les répercussions de ce type de pratique peuvent avoir alors un impact positif au niveau des usagers, des pères aidants et aussi des équipes. Si aucune recherche française n'a encore été réalisée dans ce domaine, 2 expérimentations sont actuellement en cours en France, là, au moment où l'article était en rédaction. Ces expérimentations avaient pour but d'étudier l'introduction de médiateurs de santé pair dans les équipes de psychiatrie pour l'une et dans des équipes de santé mentale pour sans-abri dans le cadre du programme Un chez soi d'abord pour l'autre expérimentation. Ça, c'est un modèle, on en a eu à Montréal. Hein? Benoît Saint-Pierre a travaillé dans le programme Un chez soi d'abord à Montréal. Les résultats de ces recherches qualitatives et quantitatives devront permettre d'y voir plus clair sur l'intérêt et les limites de ce type d'approche dans le contexte français, québécois, canadien, et ainsi de suite.